Madame, mademoiselle, monsieur, en 50 mois d'existence, nous avons installé la presse alternative dans le paysage audiovisuel français. La croissance en nombre de vues, mais aussi en temps d'écoute et en nombre d'abonnés, déjà plus de 100 000 abonnés sur YouTube et le double sur les réseaux sociaux, constitue un vrai motif de satisfaction et au-delà, un signe d'encouragement pour poursuivre dans cette voie. En 50 mois, TV Liberté est devenu créateur d'informations et des médias classiques font appel dorénavant régulièrement à ces images. Tous les voyants semblent au vert. Malheureusement, en réalité, ce n'est pas exact. Je vous dois la vérité, il y a un vrai nuage au-dessus de nos têtes, un nuage noir qui, pour la première fois d'ailleurs, obscurcit l'été à venir. Ce nuage porte un nom cru, le manque d'argent. L'argent de notre communauté de donateurs nous offre la liberté, l'indépendance et comme vous pouvez le voir chaque jour, le professionnalisme, la clairvoyance et la ténacité. Mais voilà, pour passer les très difficiles mois de l'été, il faut impérativement, absolument, que 750 d'entre vous qui me regardez nous fassent un don de 100 €, soit par chèque, par carte bancaire ou par PayPal. 750 dons de 100 €. Évidemment moins de 100 € pour ceux qui n'en ont pas les moyens et plus de 100 € pour ceux qui peuvent se le permettre. En sachant d'ailleurs que 100 € correspondent à une dépense réelle de 33 € après les réductions fiscales maintenues à l'identique pour votre prochaine déclaration d'impôt. 750 dons de 100 € pour permettre à TV Liberté de révolutionner encore plus l'audiovisuel, faire reculer le télévisuellement correct, vous faire reprendre le pouvoir. Nous avons encore tant de choses à faire. Quand un ministre de la Culture, même médiocre, affirme vouloir faire de France Télévisions, payé par notre redevance, une nouvelle machine de guerre contre, je cite, les réactionnaires, on se dit que TV Liberté est nécessaire. Quand le même ministre instaure une discrimination dans l'audiovisuel en voulant chasser les hommes blancs de plus de 50 ans, on se dit que TV Liberté est indispensable. Enfin, quand un gouvernement fait voter une loi de circonstance dangereuse et liberticide sur les prétendues fake news, on se dit alors que pour s'opposer à un ministère de la vérité ou à un ministère de la pensée unique, la voix de TV Liberté va devenir salutaire. Madame, mademoiselle, monsieur, une célèbre société de défense des animaux s'écrit chaque été « N'abandonnez pas votre compagnon sur la route ». Alors, je vous le dis simplement, cet été, n'abandonnez pas TV Liberté sur la route de notre succès. Aidez-nous et en nous aidant, reprenez le pouvoir. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ce ton aussi pressant, mais nous avons vraiment besoin de vous maintenant. Bonsoir à tous pour le Zoom de ce soir. Je reçois le colonel Alain Corvez. Bonsoir colonel, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancien conseiller du général commandant la force armée des Nations Unies au Sud-Liban. C'était en 88-89. Vous étiez également conseiller au ministère de la Défense et de l'Intérieur. Et aujourd'hui, vous avez un cabinet de stratégie internationale, un cabinet de conseil. Vous rentrez tout juste d'Iran, un pays qui a fait l'actualité pendant plusieurs semaines et qui est toujours au cœur de l'actualité pour la décision de Donald Trump concernant les accords sur le nucléaire iranien. Aujourd'hui, des preuves auraient été trouvées du côté de l'Allemagne. Que pensez-vous de ces preuves qui montreraient que l'Iran a toujours un programme nucléaire d'armement? Écoutez, je n'ai pas vu ces preuves avancées par l'Allemagne. Ce que je peux dire, puisque je rentre d'Iran, j'ai senti l'atmosphère qui règne là-bas, d'autant plus que je suis allé à Mashhad. Je ne me suis pas limité à Téhéran. Téhéran, je connais bien, j'y suis allé très souvent, mais je suis allé à Mashhad, donc tout à fait au nord-est de l'Iran, aux confins de l'Afghanistan et du Turkménistan, et où j'ai passé 3 jours à cette conférence internationale sur la Palestine, où il y avait énormément de monde parce qu'il y avait une 60aine d'experts géopoliticiens étrangers qui étaient venus participer à cette conférence.
Et ensuite, pendant 2-3 jours, je suis allé dans une province éloignée également, au bord de la Caspienne, dans une ville qui s'appelle Rasht, qui est une grande ville d'Iran. Et nous avons circulé dans la province de Gilan, j'étais avec 2 Américains. Et nous avons donc senti l'Iran dans la province et même dans des petites villes, des grandes villes. Et j'en tire la conclusion générale que l'Iran est en ordre de marche, que tout fonctionne. L'administration, dans toutes les villes, je peux vous dire que les services de voirie, les services municipaux, tous les services fonctionnent très bien. Les arbres sont élagués dans les avenues quand ils doivent être élagués. Les trottoirs sont balayés. Bon. Et ce qui prouve que toute l'administration fonctionne. Les Iraniens mangent à leur faim tous les jours car il y a une économie, une agriculture vivrière très importante. Vous trouvez des fruits délicieux, des légumes, tout ce que vous voulez. Et s'ils ne vivent pas dans l'opulence, en tout cas personne ne meurt de faim, ils sont capables de vivre. Et je dirais, pour conclure sur ce point, que avec sa décision, Trump, qui est commenté bien sûr par tous les Iraniens, qui sont au courant partout, même dans les campagnes, avec sa décision qui est non pas d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, c'est le prétexte avancé, mais le réel prétexte, c'est de provoquer de telles pressions économiques, notamment sur l'Iran, que le peuple se révolte et provoquer un changement de régime. Eh bien, ce souhait américain non seulement est loin d'être réalisé, mais ces décisions américaines ne font que renforcer la force du régime, car tous les Iraniens se rassemblent derrière leurs dirigeants quand ils se sentent attaqués de cette façon brutale par les Américains. Donc, le but de provoquer un changement de régime ne sera pas atteint, c'est certain, et au contraire, l'Iran va peser de plus en plus, car maintenant, c'est pas l'Irak de 2003, hein, il a des alliés très forts, comme l'Iran, comme la Russie, la Chine, et il est loin de s'écrouler. Au contraire, il sort presque renforcé de ces sanctions. Alors on a vu que Donald Trump a décidé de sortir de ces accords sur le nucléaire iranien. En revanche, les pays européens qui ont signé les accords, pour le moment, souhaitent plutôt avancer vers une sortie de crise. Pensez-vous que l'Union européenne peut encore peser sur ce type de questions internationales ? Alors c'est une question très importante, je dirais même essentielle au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que l'Europe peut disparaître, l'Union européenne, l'Europe ne disparaîtra pas, l'Europe c'est une réalité. Mais les prévisions du général de Gaulle, qui remontent à 40 ans maintenant, ou 50 ans, en 70, donc ça fait 47 ans, et qu'il explique d'ailleurs à André Malraux dans Les chaînes qu'on abat à la fin. Il a dit « S'il faut voir mourir l'Europe, regardons, ça n'arrive pas tous les jours. » Parce qu'il disait « Si on continue dans cette vision d'une Europe supranationale, d'une Europe fédérale, elle restera l'outil et la création des États-Unis d'Amérique. » Et d'ailleurs, dans les statuts de l'Europe, l'Union européenne d'aujourd'hui, il est écrit en toutes lettres que l'Union européenne est un satellite des États-Unis d'Amérique. C'est écrit, c'est pas écrit comme ça, mais il est écrit, par exemple, que la défense de l'Europe se conçoit uniquement dans le cadre de l'OTAN. Donc c'est dire que toute l'Union européenne est construite depuis le départ contre l'URSS, maintenant contre la Russie, mais comme étant un outil des États-Unis. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette crise iranienne, les dirigeants européens sont confrontés à un problème d'existence et de futur de l'Europe, car on voit bien qu'elle vacille sur ses fondations, que plein de pays contestent les décisions de Bruxelles pour des raisons parfois différentes, pas les mêmes, mais il y a une contestation générale de la direction technocratique de Bruxelles, et là, avec ce problème de la sortie du PGAC, Plan global d'action commune, conjointe des États-Unis,
d'un traité donc, qui a été signé par la communauté internationale, on sent qu'on a atteint la limite de rupture pour les dirigeants européens. Les dirigeants européens, ils sont tous pro-américains, ils sont tous atlantistes. Monsieur Macron, quand il a dit dès son élection qu'il allait faire avancer l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va casser la France et les autres nations de l'Europe pour faire avancer l'Europe fédérale, l'Europe supranationale qui est conçue à Washington. Donc, faire avancer l'Europe, ça veut dire ne pas respecter la volonté et les intérêts des pays européens. Et là, je pense que sous la pression des opinions publiques, des différents pays, mais en tout cas de la France, sous la pression des entreprises allemandes, françaises, italiennes, espagnoles et autres, qui sentent bien que l'Iran n'attend qu'elles, ces entreprises, pour développer des projets avec elles, que c'est impossible à cause des sanctions américaines, parce que les sanctions américaines, c'est non seulement vous n'avez pas le droit d'investir en Iran, mais en plus, si vous investissez sans que je le veuille et que vous faites des transactions, comme tout se passe en dollars, eh bien, j'ai la haute main sur vous et le droit américain s'appliquera à vous, vous aurez des sanctions. Donc, on sent qu'aujourd'hui, qu'on est à un moment crucial pour l'Europe, de savoir si elle comprend enfin que son intérêt, c'est non pas de devenir un ennemi des États-Unis, mais de rompre le lien qui la lie à ce pays qui n'a absolument pas les mêmes intérêts et les mêmes visions que les Européens. Je dirais que les États-Unis, ils pourraient avoir une autre vision. Ils pourraient avoir une vision en concordance avec le reste des intérêts des pays du monde, et en particulier des pays d'Europe. Mais là, d'eux-mêmes, ils se placent en opposition radicale avec les intérêts européens. Parce que ce que je dis au sujet de l'Iran, on peut faire l'analogie et poursuivre le raisonnement avec la Russie. Donc... Alors, avant de faire cela, si vous voulez bien, colonel, on va d'abord s'intéresser à la Syrie. On sait que l'Iran est partie prenante sur ce territoire et sur ce conflit. Elle soutient le régime de Bachar el-Assad, comme la Russie de Vladimir Poutine. C'est ce que vous aviez expliqué tout à l'heure, qu'ils étaient alliés. Comment, d'une certaine manière, interprétez-vous le fait que Vladimir Poutine a récemment demandé à l'Iran de se retirer du territoire syrien et du conflit syrien ? Alors ça, c'est la présentation de différents journalistes et même de certains analystes, mais qui me paraît erronée, et je vais vous dire pourquoi. La diplomatie russe, depuis que Poutine dirige la Russie, est une diplomatie très intelligente, très subtile, qui fait que Poutine ne provoque pas les États-Unis, ne provoque pas ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il essaie de trouver un arrangement à chaque fois. Ça énerve d'ailleurs certains courants russes qui voudraient une attitude plus ferme vis-à-vis des supposés ennemis des États-Unis. Poutine... De la Russie. De la Russie. Poutine, depuis le début, a une politique de dire « moi, je parle avec tout le monde et j'essaie de résoudre les différends qu'il peut y avoir entre nous par la négociation ». C'est ce qu'il fait. C'est le seul pays au monde actuellement, enfin non pas le seul pays au monde, mais la seule grande puissance du monde qui peut parler à tous les protagonistes de la Terre et en particulier tous les protagonistes des questions du Moyen-Orient. Il peut parler à Israël, comme il peut parler à l'Arabie Saoudite, comme il peut parler à l'Iran, à la Chine, à tout le monde. Les États-Unis ne parlent qu'à leurs amis. Ils ne peuvent pas parler et ils ne parlent pas à l'Iran et à ceux qu'ils considèrent comme des ennemis. Et donc, la diplomatie russe est très fine, très subtile, et elle s'est entendue avec l'Iran et avec la Turquie. Ça a été un coup de maître de Poutine, de s'entendre d'amener le président turc Erdogan à s'associer à sa démarche pour trouver une solution politique à la Syrie, alors qu'il aurait pu, en fin 2015, il aurait pu attaquer la Turquie, peut-être pas militairement, mais trouver une réponse très forte et beaucoup plus violente au fait que la Turquie a abattu un de ses avions, vous vous en souvenez. Non, il a trouvé
des moyens de pression, le tourisme, l'économie, mais finalement il a amené Erdogan à se rapprocher de lui et à entrer dans son jeu. Et aujourd'hui, la stratégie américaine et hélas française et britannique de renverser le pouvoir légal de Damas, de Bachar el-Assad, pour mettre en place des islamistes, car c'est ça la stratégie américaine. D'ailleurs, les islamistes, depuis le départ, sont sous contrôle des services de renseignement américains et du Mossad également. Donc cette stratégie a échoué par l'entente que Poutine a réussi à conclure avec l'Iran et avec la Turquie. Et le processus d'Astana avance qu'à un cas, mais il avance. Les États-Unis, maintenant aidés par la France, essayant de le retarder au maximum en envoyant des hommes dans la partie est de la Syrie. Mais c'est inéluctable, ça avance. Il y a de moins en moins de territoires qui sont conquis par des islamistes. Or, les islamistes faisaient le boulot d'ailleurs, Fabius l'avait dit à son époque, les islamistes faisaient le boulot et font le boulot encore aujourd'hui des États-Unis et des Occidentaux qui soutiennent les États-Unis. Donc, la diplomatie russe est très forte et pour répondre précisément à votre question sur est-ce que quelqu'un a dit à l'Iran vous vous retirez de Syrie, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Poutine a reçu le 9 mai, jour de la fête nationale russe, de la grande victoire patriotique, Premier ministre israélien. A reçu le Premier ministre israélien. J'étais pas dans les confidences, mais étant géopoliticien, j'ai entendu les commentaires et tout ce qui a pu être dit après. Je suis convaincu que Poutine a dit à Netanyahou « Je ne veux plus que tu fasses des frappes sur la Syrie. Tu as vu qu'on a descendu que la DCA syrienne a descendu un de tes avions, tu sais bien, et il n'a pas dit ça comme ça bien sûr, mais tu sais bien que si les Syriens ont pu faire ça, c'est parce que je leur ai dit allez-y. J'ai menacé de livrer des S-400 à la Syrie. Je retire cette livraison, mais de ton côté, je veux, et je te garantis, dans les avantages qu'il promet à Netanyahou, il lui dit, je mélange un peu, j'étais dans les désavantages. Il lui dit, arrête de faire des frappes sur la Syrie, arrête d'intervenir et de soutenir des islamistes pour empêcher le processus d'Astana que j'ai enclenché pour résoudre la crise syrienne. Et en échange, je te garantis que la Syrie ne sera pas une plateforme de l'Iran pour t'attaquer. Et donc, les Iraniens, effectivement, ne construiront pas de base, n'auront pas de base. D'ailleurs, les Iraniens ne font que répéter, bien qu'ils aient des soldats sur le sol syrien, mais ils ne font que répéter que ce sont des conseillers militaires qui sont là à la demande du président Assad pour conseiller son armée. Mais encore hier, un dirigeant, le président du Conseil de sécurité de l'Iran a déclaré « Nous sommes en Syrie à la demande du président pour conseiller l'armée syrienne et l'aider dans sa tâche contre l'État islamique, mais nous n'avons pas vocation à y rester et nous n'y resterons pas. » Donc, sous-entendu, les Iraniens sont d'accord pour ne pas représenter une sorte de casus belli vis-à-vis d'Israël en créant une base militaire à proximité d'Israël. Alors justement, est-ce que ce casus belli que vous évoquez est réel? Est-ce que l'Iran pourrait vraiment menacer Israël? Est-ce que l'Iran a continué ses travaux de recherche pour s'armer avec l'arme nucléaire? Est-ce que véritablement il y a un danger potentiel à l'égard d'Israël? Non, je dirais que le danger principal à l'égard d'Israël, il est intérieur. Et les Iraniens sont convaincus de ça également, c'est que ce régime est quand même extrémiste dans son comportement vis-à-vis des Palestiniens et vis-à-vis des lois internationales d'ailleurs. Il respecte, il y a je ne sais plus le nombre de résolutions des Nations Unies qu'il n'a jamais respectées. Et cette politique extrémiste n'est pas soutenue par la majorité des Juifs dans le monde. Ça, il faut le dire aussi, parce que ceux qui soutiennent
les régimes israéliens, ce sont des sionistes américains ou autres, ils ont la chance d'être milliardaires, d'avoir plein d'argent, et donc ils ont les moyens de soutenir les députés, les sénateurs, les représentants à la Chambre des représentants et les dirigeants américains par leur argent, mais ils ne sont pas majoritaires dans l'opinion générale des juifs de la diaspora du monde, mais en particulier américaine, parce que ces gens-là sont des gens beaucoup plus sérieux, et ils se rendent compte que la politique extrémiste d'Israël ne mène à rien, et que être en guerre permanente, tuer des Palestiniens de cette façon-là, ça alimente l'opprobre que l'ensemble du monde porte. Ça développe l'antisémitisme d'une certaine manière, en disant cet État israélien se conduit d'une façon hors la loi et inadmissible. Donc, le principal danger pour Israël, c'est d'abord à l'intérieur, sa propre politique, et sa propre sécurité aussi, on ne peut pas le nier. Sa propre sécurité, oui, mais la sécurité d'Israël, elle est absolument pas en danger, parce que ils ont la plus forte armée de la région. Quand ils sont, ils souffrent aussi du terrorisme de la part du Hamas, qui est du côté palestinien. Oui, alors le terrorisme, il faut savoir quelle terminologie on emploie avec le terrorisme. Le terrorisme, on attaque des gens qui sont innocents et qui n'ont rien à voir avec la cause, mais on les tue parce que ça, c'est du terrorisme. Mais les Palestiniens qui attaquent des Israéliens, ils ont une cause. Les résistants français qui attaquaient les chars allemands sur le sol français, ils avaient une cause. Les Allemands les traitaient de terroristes, mais c'était des résistants. Et donc, le terrorisme, en fait, des Palestiniens envers les Israéliens, c'est la résistance à l'occupation israélienne. Si l'État israélien avait un autre comportement vis-à-vis de la population palestinienne, je pense qu'effectivement, les Palestiniens auraient un autre comportement. D'ailleurs, ça a été le cas pendant quelque temps, quand Mahmoud Abbas discutait régulièrement avec les Israéliens. Il y avait pas les montées d'attaques contre les forces de l'ordre israéliennes comme il y en a maintenant. Donc, il pourrait y avoir un autre, davantage de garanties de sécurité pour Israël si le comportement d'Israël n'était pas celui qu'il est. Mais pour revenir aux menaces de l'Iran, il a montré, et ça a été reconnu par la IEA, qui est l'antenne de l'ONU qui est chargée de surveiller qui était chargé de surveiller l'application du PGAC, l'Iran s'est conformé, que ce soit sur le côté nucléaire, où il est autorisé à développer dans la mesure où c'est un nucléaire civil, et que ce soit sur la question des missiles balistiques ou de son influence. Ça a été rajouté par M. Trump après, mais il n'est pas prévu dans l'accord PGAC que l'Iran cesse de construire des engins pour se défendre et cesse d'avoir une influence dans le monde. Donc l'Iran n'a pas l'intention d'attaquer Israël directement. Simplement, il veut avoir les moyens de montrer que Israël ne peut plus gagner la guerre. Ça, c'est une chose certaine maintenant, et les stratèges israéliens, comme les stratèges américains, pas M. Trump et d'autres, mais les stratèges qui connaissent vraiment la situation, savent que la défense iranienne est telle qu'aujourd'hui, s'il y avait une attaque, quelle qu'elle soit, contre un objectif quelconque en Iran, les Iraniens ont les moyens de provoquer des représailles qui seraient insupportables à la fois pour Israël, puisque tout le Golfe serait en ébullition, et même pour les États-Unis, qui a des bases un peu partout dans la région. Donc, l'Iran exerce une dissuasion contre tout attaquant. Elle n'est pas nucléaire, elle est avec son armée classique et avec ses alliés. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Moscou a dit que l'Iran était son allié stratégique et qu'une attaque sur l'Iran serait une attaque sur Moscou. Alors il y a toutefois un conflit où on peut voir Israël et l'Iran s'opposer, c'est peut-être le Yémen, où Israël soutient l'Arabie Saoudite, ouais. l'Iran le camp adverse. Ouais. Comment voyez-vous ce conflit ? Je pense qu'il y a, paraît-il, une conférence qui est envisagée à Paris
Je ne sais pas si c'est pas fin juin ou début juillet. Mais tant que l'Arabie saoudite restera sur des positions aussi extrémistes, je ne vois pas de solution à ce conflit, ni politique, ni militaire. Ni militaire parce que ça a commencé en 2015, mars 2015, les premières frappes saoudiennes. Et depuis lors, on a bien vu que les armées émiraties saoudiennes et quelques autres alliés ne font qu'avoir des échecs sur le terrain parce qu'ils ont en face d'eux des Houthis qui sont effectivement d'excellents soldats, qui se battent très bien, mieux qu'eux, et donc ils n'arrivent pas à prendre le dessus. Et en outre, les Houthis se sont alliés avec l'ancienne armée yéménite du général Saleh, qui est l'ancien président aussi, qui a été assassiné il y a quelque temps, là. Comment expliquez-vous que la communauté internationale, avec des guillemets, reste aussi muette à l'égard de ce conflit comparativement au conflit syrien où dès qu'une attaque est prétendument faite par l'armée de Bachar el-Assad, tous les journaux en parlent? Vous avez tout à fait raison, c'est une bonne question. Je l'ai mentionné, moi, dans mon papier de retour d'Iran. D'ailleurs, si vos téléspectateurs veulent le voir, ils vont sur Cercle des volontaires et ils trouveront mon papier. Et j'ai mentionné tout ce que j'ai dit là déjà précédemment, et notamment on attend toujours, dis-je, une déclaration du président Macron dénonçant les crimes contre l'humanité commis par l'Arabie saoudite au Yémen. Or, on ne leur vend pas beaucoup d'armes. Encore qu'on en vend à l'Arabie saoudite, mais en tout cas pas des armes qu'ils sont en mesure d'utiliser au Yémen. En revanche, les Britanniques leur vendent des armes directement qui sont utilisées au Yémen. C'est absolument incroyable. Mais je l'explique par le fait que la communauté internationale, comme vous la dénommez, et qu'elle est dénommée en général, la communauté internationale, c'est la communauté atlantiste qui obéit aux ordres de Washington, qu'on le veuille ou non. Donc, l'Arabie saoudite étant l'allié des États-Unis, il n'est pas question qu'on attaque l'Arabie saoudite sur les crimes qu'elle commet au Yémen. Moi, je suis allé à Genève en 2016, oui, je crois, pour dénoncer déjà les crimes commis. J'ai eu 2 minutes pour parler. Parce qu'à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, on n'a pas beaucoup de temps, mais en 2 minutes, j'ai essayé de dire que les pays occidentaux étaient solidaires de l'Arabie saoudite qui commet des crimes au Yémen. Donc effectivement, vous avez raison. Comment se fait-il que il se fait que c'est le cas parce que M. Macron, Mme Merkel et tous les autres font partie d'un système qui est aux ordres des États-Unis d'Amérique. J'espère que la crise iranienne va permettre de montrer que si on ne sort pas de cette alliance univoque avec les États-Unis, les entreprises allemandes, les entreprises françaises, les entreprises italiennes vont subir le contre-coup de ça. Et à mon avis, compte tenu de ce que j'observe dans les pays européens actuellement, et j'ai beaucoup de contacts avec les ambassades des pays européens à Paris, je sens bien qu'il y a des frémissements partout, et parfois c'est même plus que ce sont des bourrasques, qui montrent que les opinions publiques sont de plus en plus opposées à la direction technocratique de Bruxelles, et que cette affaire de l'Iran qui est complètement contre les intérêts des pays européens, de même que l'affaire russe d'ailleurs. Avoir des sanctions contre la Russie, c'est une absurdité pour nos économies. Donc, et dans les deux cas d'ailleurs, ça renforce l'économie russe et ça renforce l'économie iranienne qui doit se développer. Et l'économie iranienne, qui va remplacer Total sous Spars en Iran? Mais c'est CNPC, je crois, la compagnie chinoise d'hydrocarbures. Donc on est vraiment dans une politique à l'inverse de nos intérêts. Il faut que les dirigeants européens rompent le lien avec les États-Unis, non pas pour dire vous êtes nos ennemis, on va vous faire la guerre, mais pour dire on a notre propre politique souveraine, indépendante, et nos intérêts ne sont pas les vôtres dans cette affaire. Eh ben, il y a du boulot. Merci beaucoup. Il y a du boulot. Vaste programme, comme aurait dit le général. Merci beaucoup, colonel. Merci.